Bienvenue sur e-radio et e-TV. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue également dans votre émission Espace Politique qui reçoit aujourd'hui Babacar Pascal Dione. Bonjour. Bonjour, M. Diouf. Vous êtes le coordinateur du mouvement Dolil Macky, responsable politique à l'APR. Votre base, c'est Tchadjaï, mais vous êtes très actif à Thiès. Babacar Pascal Dione, au cours de cette émission, il s'agira de commenter l'actualité politique dans son entièreté. Mes questions préjudicielles. Nous sommes le 19 mars aujourd'hui, le 19 mars 2000, une date historique dans la marche politique du Sénégal. Ce fut l'alternance à la tête du Sénégal entre Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. 19 ans après, comment va le Sénégal selon vous? Mais le Sénégal va très bien, M. Diouf, mais permettez-moi tout d'abord de vous remercier de l'invitation que vous m'avez faite, me donnant ainsi l'occasion de m'exprimer sur l'actualité politique sénégalaise dans votre émission Espace Politique. Comme vous l'avez si bien dit, nous avons bouclé 19 ans au Sénégal depuis la première alternance qui a vu le président Abdoulaye Wade arriver au pouvoir, c'était en mars 2000. De 2000 à 2019, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Le Sénégal a enregistré de grands bonds sur le plan de la démocratie, il faut le dire d'abord, parce qu'on a vécu entre-temps une autre alternance, et c'est un signe de vitalité de la démocratie sénégalaise. Mais sur le plan économique également, le Sénégal a connu beaucoup de succès, beaucoup de développement. Je pense qu'on y reviendra dans les débats. Oui. Alors, vos adversaires ne diront pas qu'au plan démocratique, le Sénégal a connu des bons en avant. Ils disent le contraire. Mais écoutez, ils sont dans le rôle. L'opposition est dans son rôle de ne jamais reconnaître les avancées qui sont à l'origine d'initiatives des responsables qui sont au pouvoir. Donc, mais tout le monde sait que le Sénégal, de 2000 à 2019 quand même, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, comme je l'ai dit. Oui. Et vraiment, le Sénégal s'est bonifié sur le plan à la fois démocratique et économique. Ça, c'est incontestable. Très bien. Alors, le président Macky Sall vient d'être réélu à la tête du Sénégal. De grands défis l'attendent. Pour vous, quelles doivent être les priorités pour le chef de l'État? Mais écoutez, le président Macky Sall, que je félicite d'ailleurs, donnez-moi l'occasion de le féliciter pour sa réélection, sa brillante réélection avec un taux respectable de 58,26%. Le féliciter pour cette victoire, mais féliciter également l'ensemble des responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et quand je parle de coalition Benno Bokk Yakaar, je n'ose pas oublier le rôle important joué par les mouvements de soutien, à la fois au niveau national, dans certaines localités, dont le mouvement Dolil Macky évidemment. Donc, le président Macky Sall lui-même a décliné ses priorités. Il a parlé de l'emploi des jeunes. Il a même donné un chiffre... 1 million. 1 million. Et je pense que c'est dans l'ordre. C'est réalisable. Je pense que c'est réalisable quand même parce que, vous savez, depuis 2012 à maintenant, beaucoup d'emplois ont été créés et le président a su dérouler un aspect important de son programme, le plan Sénégal émergent, qui va entrer dans sa phase 2. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a fait ses promesses. Et je pense quand même que l'équipe qu'il va mettre en place bientôt va s'atteler, va se mettre à l'œuvre pour permettre quand même aux jeunes de trouver beaucoup plus d'emplois parce que c'est l'une des priorités du Sénégal. On va s'arrêter sur l'emploi. 1 million d'emplois pour 5 ans. Il a fait 7 ans et ses détracteurs disent qu'il n'a pas pu réaliser 1 million d'emplois. Alors comment cela sera-t-il possible? Mais la première précision qu'il faut apporter, c'est que le président Macky Sall, en 2012, n'avait pas promis 1 million d'emplois. Il avait promis, je pense, que vers les 500 000 emplois. Et cet objectif a été atteint. Vraiment, tout le monde l'a démontré. On l'a bien montré au niveau de la campagne électorale. Et compte tenu des programmes qu'il compte mettre en œuvre, je suis sûr et certain que cet objectif de 1 million d'emplois seront atteints vers 2024. Les leviers à activer pour atteindre cet objectif. Mais écoutez, le président en a parlé parce qu'en fait, il va mettre l'accent sur la poursuite du plan Sénégal émergent. Vous savez que ce plan est décliné en beaucoup de programmes. Nous avons le PUDC qui a connu un franc succès au niveau du monde rural et qui a permis à beaucoup de jeunes également de trouver de l'emploi. C'est l'investissement au niveau de l'agriculture également. Dans tous ces secteurs, je pense que le deuxième mandat du président de la République va insister sur ces aspects-là et mettre l'accent sur la création d'emplois au niveau de ces secteurs. Donc nous pensons quand même que ce nombre de 1 million pourra être atteint. En tout cas, c'est le souhait du président de la République et il va tout mettre en œuvre pour que l'objectif soit atteint. Comment atteindre cet objectif d'1 million d'emplois alors que beaucoup de jeunes du monde rural sont dans les villes parce qu'il n'y a pas de travail dans le monde rural, l'exode rural est encore là? Mais vous savez, le président l'a dit, il va davantage insister sur l'investissement au niveau du monde rural. Le PUDC, je l'ai dit tantôt, a joué un rôle important parce qu'au départ, lorsque le président Macky Sall arrivait au pouvoir, il y avait un grand écart entre le monde rural et les villes. C'est comme si vous quittez Dakar pour aller à Paris. La différence était criarde.
Mais je pense qu'avec le PUDC, cet écart a été réduit sensiblement et le PUDC va continuer dans sa phase 2 et certainement que sa mise en œuvre permettra davantage de maintenir les jeunes dans leur localité parce que tout simplement des projets y seront réalisés et des programmes également qui leur permettront d'être fixés sur place et de trouver un emploi. Dans le domaine agricole, qu'est-ce que vous recommanderiez-vous au président de la République de faire pour que les jeunes soient fixés dans leur terroir? Mais écoutez, ça commence déjà. Vous savez, le Sénégal a beaucoup de terres. Il faut qu'on retourne, le retour à l'agriculture. Nous ne pouvons pas faire l'économie de ce retour-là, Antoine. Parce qu'en fait, le Sénégal est une terre agricole et nous avons la chance d'avoir une terre productrice. Il suffit tout simplement de mettre les moyens et nous y sommes. Le président a bien investi dans la maîtrise de l'eau et c'est extrêmement important. Avec l'irrigation au niveau de la vallée, on a emblavé de grandes surfaces et cela permettra de renforcer l'investissement qui est fait au niveau du monde rural et de fixer les jeunes pour qu'ils puissent trouver un emploi. Très bien. En quelque sorte, vous êtes satisfait du bilan de Macky Sall durant ces 7 ans de gouvernance? Mais c'est parce que je suis satisfait de ce bilan que je l'ai défendu pour participer à ceux qui vont aider, à ceux qui ont aidé le président de la République à être réélu. C'est un bilan satisfaisant et sur tous les plans. Et sur tous les plans, vraiment, nous avons... Quand même, il y a des choses qui restent à faire, beaucoup d'ailleurs. Évidemment, au plan social, au plan économique. Évidemment que le monde ne s'est pas fait en un seul jour. Et Dieu pouvait le faire, mais il ne l'a pas fait. Ça signifie tout simplement qu'il y aura toujours quelque chose à faire. Même quand le président Macky Sall nous quittera en 2024, il restera toujours des choses à faire au Sénégal. C'est le monde qui est ainsi fait. À chaque fois qu'on a qu'on enregistre des progrès, les gens en veulent plus et c'est tout à fait normal. Oui. Donc ce travail-là ne terminera jamais et le président Macky Sall va jouer sa partition, j'en suis sûr. Il doit insister sur quel domaine? Mais écoutez, il l'a dit, il a insisté sur l'emploi des jeunes, on l'a dit tout à l'heure. On l'a entendu. Absolument. Mais au-delà de l'emploi des jeunes, il va insister insister également sur sa politique d'inclusion sociale. Vous savez que le président Macky Sall a apporté une rupture importante dans la politique sociale. Pour la première fois, on permet à des paysans, hommes et femmes, de percevoir des revenus qui ne proviennent pas de leur activité propre. Et ça, c'est l'initiative. Les bourses de sécurité familiale. Bon, évidemment, quelqu'un comme Antoine peut peut-être sous-estimer ce montant. Mais loin du tout, je suis du monde rural. Alors, vous le savez aussi bien que moi. Nous deux, donc, nous sommes du monde rural. Oui. Et nous savons que vraiment, c'est une très bonne initiative. Et ça signifie beaucoup de choses pour ces populations qui peinent parfois à trouver de quoi se nourrir. Certains de vos adversaires, d'ailleurs, ont épousé l'idée en disant qu'ils allaient l'améliorer s'ils accédaient au pouvoir. Alors, Babacar Pascal John est l'invité de Espace Politique aujourd'hui. Il est membre de l'APR, coordonnateur du mouvement de l'île Macky. Après sa réélection, le président appelle au dialogue national, à un dialogue national, une main tendue à tous les acteurs politiques et de la société civile. Mais cet appel a laissé de marbre une partie de l'opposition. Comment qualifiez-vous cette attitude des adversaires du président Macky Sall? Disons, certains de ses adversaires. Avant d'en venir au dialogue, Antoine, permettez-moi quand même de vous rectifier gentiment. Oui. Je suis pas un membre de l'APR, je suis un président de mouvement. Oui. Vous savez, les mouvements ne sont pas dans l'APR, mais c'est des structures politiques qui travaillent dans la périphérie du parti. Des structures satellites. Des structures satellites, comme vous voulez, en tout cas, qui travaillent pour le même objectif, mais qui ont une certaine autonomie, une certaine flexibilité dans le fonctionnement. Donc c'est pour dire que nous soutenons le président Macky Sall, mais dans le cadre d'un mouvement que nous avons créé et non en tant que militant de son parti. Vous n'envisagez pas d'intégrer l'APR? Mais écoutez, il faut jamais dire non en politique. On sait jamais, on sait pas de quoi demain sera fait. Mais pour aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de l'animation de ce mouvement que nous avons créé et qui a pour objectif d'appuyer, de soutenir le président Macky Sall comme son nom l'indique. Qui pèse mieux un parti politique, non? Votre mouvement? Mais écoutez, ça peut-être ce sont les autres qui peuvent juger l'impact de notre activité politique dans le cadre de ce mouvement. Oui. Mais nous pensons quand même avoir joué un rôle important de 2014 à maintenant, à partir de la date de création de ce mouvement, dans nos différentes bases respectives. Vous avez parlé de Tchadjaï, c'est ma base affective, c'est vrai. Mais comme vous l'avez également si bien dit, nous avons une base importante à Thiès parce que vous savez que nous étions fonctionnaires à Thiès en tant que chef de centre des impôts ressources des domaines. Oui. Nous avons su tisser de bonnes relations avec les Thiessois et cela nous a permis quand même de massifier dans le cadre du mouvement de l'île Macky le camp du président Macky Sall. Nous allons d'ailleurs commenter l'actualité politique à Thiès avec les derniers résultats de l'élection présidentielle. Alors, Babacar Pascal John, pour revenir justement à cet appel, l'attitude de l'opposition, d'une certaine opposition, disons, parce que ce n'est pas tous les opposants qui ont réagi, certains sont restés dans le silence. Oui, certains sont restés dans le silence, mais d'autres ont répondu favorablement. Il faut s'en féliciter et insister pour que l'ensemble de l'opposition vienne
répondre à l'invite du président Macky Sall. Vous savez, l'expérience a prouvé que en politique, il faut jamais refuser le dialogue. Il faut véritablement, sur ce plan, suivre l'exemple du président Abdoulaye Wade. Oui. Parce que lui, à chaque fois qu'il sortait d'élection avec soit le président Senghor ou bien le président Abdou Diouf, il répondait tout le temps à la main tendue par le président pour aller dialoguer et même parfois à participer dans les gouvernements qui sont installés après les élections. Sauf que cette fois-ci, il n'a pas réagi positivement. Écoutez, qui n'a pas réagi positivement? Abdoulaye Wade. Oui, Abdoulaye Wade. Bon, attendez, il faut pas... Abdoulaye Wade, pas que le Ken Kochitu Chimbaram, permettez-moi cette digression en Wolof. Mais c'est juste pour dire que le président Abdoulaye Wade, écoutez, il surprend tout le temps son monde. Rien ne nous dit qu'il va pas répondre à cette invitation quand même, parce que c'est l'une des icônes politiques du Sénégal et le Sénégal compte beaucoup sur lui pour asseoir une grande stabilité. Vous l'espérez? Vous espérez qu'il va répondre positivement? Nous le souhaitons. Et les autres, comme Idrissa Seck, Ousmane Sonko, mais écoutez, qui sont arrivés respectivement 2e et 3e. Je voudrais d'abord féliciter Monsieur Idrissa Seck, je le nomme, également Monsieur Ousmane Sonko, un ancien collègue inspecteur des impôts également, qui ont quand même enregistré des taux respectables au niveau de ces élections. Idrissa Seck est venu avec un taux qui est un peu supérieur à 20%, Sonko avec un taux supérieur à 15%. Je pense que c'est des résultats qui sont à saluer. Et justement, pour leur permettre véritablement de mériter cette confiance qu'une partie des Sénégalais a placée en eux, je pense qu'il serait bon qu'ils viennent répondre à l'appel du président Macky Sall pour discuter des questions qui seront soulevées. Si on prend l'exemple du parrainage, vous savez, avant l'instauration de la loi sur le parrainage, le président avait invité l'opposition à un dialogue. L'opposition a boycotté ce dialogue-là. Elle parle de simulacre, de dialogue à l'époque. Mais c'était pas un simulacre parce que ceux qui sont venus ont dialogué. Et c'est à cause du dialogue d'ailleurs que les propositions initiales ont été revues à la baisse. Donc c'est toujours bon de dialoguer et je pense que quand même nous allons vers des élections qui sont importantes, les élections locales, ce sera en décembre 2019. Certainement que ces autorités politiques que vous avez citées seront de la partie. Il faut pas qu'ils attendent la veille de ces élections pour se plaindre des décisions qui seront prises. Parce qu'en son temps, ils ont refusé de participer au dialogue. Je pense qu'il est bon quand même qu'ils viennent dialoguer, faire valoir leur position. Et s'il y a maintenant des aspects sur lesquels il y a une incompréhension ou bien un aspect sur lequel un consensus n'a pas été trouvé, et on laisse le président de la République le soin de prendre la décision qu'il faut à ce moment-là. Mais alors, vous avez dit une chose importante tout à l'heure. L'opposition a boycotté le premier appel au dialogue. Est-ce que ce n'est pas dû à une crise de confiance entre pouvoir et opposition quelque part? Mais écoutez, ou bien vous n'allez pas parler comme ça? Non, je ne parlerai pas de crise de confiance parce que dans tous les cas, tout le monde sait que l'opposition et le pouvoir, sur certains aspects, ne s'entendront jamais. C'est tout à fait normal. L'un veut la place de l'autre. Oui, mais quand même, il y a un minimum d'entente qu'il faut avoir. Oui, mais écoutez, le minimum d'entente, avant de pouvoir juger, il faut aller à l'œuvre d'abord. Je pense que, mais s'ils viennent au dialogue, s'ils voient que véritablement leurs soupçons se sont avérés, mais ils peuvent à ce moment-là se retirer et donner leur argument. Mais de façon péremptoire, dire qu'on n'a pas confiance à son vis-à-vis et qu'on ne viendrait pas répondre à une discussion, je pense que ce n'est pas une bonne attitude quand même. Le dialogue politique ou le dialogue national, excusez-moi, comment vous souhaiteriez-vous que le dialogue soit articulé et autour de quoi dialoguer d'abord? Mais vous savez, les questions politiques au Sénégal sont tout le temps récurrentes. Il y a des aspects sur lesquels je pense il est bon de trouver un consensus ou à la limite qu'on s'entende sur quelque chose. Nous allons vers des locales, il y aura le parrainage au niveau des locales, mais c'est l'occasion d'en discuter justement. Donc sur ce plan-là, je pense quand même que l'opposition a un rôle important à jouer. Vous l'avez si bien dit, le dialogue, c'est pas que le dialogue politique, mais c'est un dialogue national où toutes les questions à caractère national seront agitées et chacun émettra son point de vue. Il y a beaucoup d'aspects sur lesquels quand même les Sénégalais doivent dialoguer. Le président a fait une première invitation concernant le pétrole et le gaz, par exemple. L'opposition avait boycotté en son temps. Alors qu'il y a des éléments de l'opposition qui passent tout leur temps à porter des critiques au niveau de la presse concernant le pétrole et le gaz. C'était l'opportunité, l'occasion de venir faire valoir leur position. Donc je pense quand même qu'il y a des aspects très importants sur la vie politique nationale sur lesquels il est important de dialoguer. La vie politique, la vie économique. Est-ce qu'il faut revenir sur les discussions
autour du pétrole et du gaz, même s'il y a eu quand même des premières discussions. Mais il y a eu des premières discussions, mais il n'y a jamais de discussion de trop, parce que le pétrole et le gaz, nous sommes sur la préparation, sur l'incubation, pour recevoir vraiment ces richesses à partir de 2022. Donc d'ici 2022, on doit pouvoir dialoguer et discuter, et chacun des membres de l'opposition pourra faire valoir sa position et faire ses propositions. Sur le parrainage, vous avez parlé des locales, il faudra encore discuter. Parrainage, 1% de l'électorat pour chaque commune, c'est ce qu'il faudrait avoir comme parrain. Est-ce qu'il faudrait revoir cela ou bien il faut laisser les choses en l'état? Je demande strictement votre avis là-dessus. Mais écoutez, moi personnellement, je pense que 1% c'est un peu trop. Donc on peut revoir peut-être ce pourcentage à la baisse. Et c'est à l'occasion du dialogue que des arguments de cette nature pourront être pris pour permettre à l'autorité d'être sensibilisée et de revoir à la baisse les critères relatifs au parrainage. Quel pourcentage environ selon vous? Écoutez, 0,5% peut-être. Je suis peut-être un peu gentil pour les futurs candidats. Pour permettre à tout le monde de pouvoir participer. Justement. Babacar Pascal Dione est notre invité. Macky Sall va mettre en place bientôt un gouvernement. Quel type de gouvernement doit-il mettre en place selon vous? Mais un gouvernement qui aura la latitude de travailler, de bien travailler, de mettre en œuvre la suite du programme du président Macky Sall. Ce gouvernement sera, je l'imagine, hétéroclite. Il y aura des technocrates, évidemment, il y aura des politiques, il y aura des spécialistes du secteur privé. Tout ce que je souhaite, c'est que ça soit un gouvernement vraiment qui n'est mu que par le souci de réaliser le programme du président Macky Sall. Nous voulons des autorités, des ministres qui seront à des positions qu'ils ne vont pas utiliser pour préparer un avenir politique. Nous voulons des gens qui vont exclusivement... On ne peut pas les empêcher quand même d'avoir des ambitions politiques, de se préparer aussi c'est une à chose d'éventuelles échéances politiques. D'avoir une ambition politique, mais c'est une autre chose que d'utiliser sa position nominative pour assurer un avenir politique. Je crois que les enjeux sont d'une importance telle que aucun ministre ne doit avoir du temps à consacrer à sa carrière politique individuelle. Laissons ces choses-là au président de la République qui connaît ses équipes, qui connaît ses hommes et qui va très certainement, peut-être vers la fin de son mandat, préparer une équipe qui va assurer la relève, parce que ça aussi c'est notre souhait. Justement, il est assez averti pour comprendre qui prépare quoi que ce soit. Mais alors, vous soupçonnez peut-être quelqu'un ou vous pensez qu'il y a des gens qui sont dans cette logique de préparer leur avenir politique? Non, je ne soupçonne... Dans votre camp? Je ne soupçonne personne. Le camp du pouvoir? Non, honnêtement, je ne soupçonne personne. J'exprime tout simplement... Même vos alliés qui ont des ambitions? Oui, mais écoutez, c'est tout à fait normal des ambitions, d'avoir des ambitions politiques, c'est normal. Mais il faut savoir faire la part des choses également. Entre ces ambitions personnelles et l'intérêt du Sénégal, parce qu'on occupe une position sur laquelle vraiment, autour de laquelle les gens consultent. Parce que quand vous le dites, j'estime que ce n'est pas peut-être fortuit, peut-être quelque chose vous l'a fait dire. Non, je ne soupçonne personne, Antoine, encore une fois. Je veux tout simplement que les gens soient davantage sensibilisés sur l'importance des positions qu'ils occupent, mais surtout sur l'attente des populations. Oui, merci. Alors, est-ce que les choses ne vont pas être un peu compliquées pour Macky Sall au vu de la large coalition qu'il a soutenue, mais dont les leaders attendraient le retour de l'ascenseur? Mais écoutez, c'est pas tous les leaders qui attendent le retour de l'ascenseur. Certains sont venus soutenir le président Macky Sall parce qu'ils croient en sa politique. Ils pensent que c'est l'homme idéal pour diriger ce pays et c'est pour cette raison qu'ils se sont engagés à ses côtés. Voilà, donc évidemment, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Le pays n'est pas un gâteau à partager. L'essentiel, c'est que le président va mettre sur place une équipe qui pourra mettre en œuvre sa politique et qui va très certainement permettre au président Macky Sall vraiment d'être très satisfait lorsqu'il va quitter le Sénégal et le laisser en d'autres mains. Et la place des jeunes, des femmes, de la société civile dans le prochain gouvernement? Mais écoutez, ces franges de la société également ont un rôle à jouer dans le développement du Sénégal. Les jeunes, vous l'avez dit, ils réclament beaucoup plus de responsabilités, c'est tout à fait normal. Les femmes également, et je pense que le président est conscient de cela. Très bien. Babacar Pascal Dione est notre invité. Deux sujets principaux, le troisième mandat et l'après-Macky. Le troisième mandat, quelle est votre opinion là-dessus? On en parle beaucoup ces temps-ci, même si certains disent que ce n'est pas décent d'en parler alors que le président n'a pas encore prêté serment après sa réélection. Je confirme
vraiment cette indécence, Antoine. Oui. Le président n'a pas encore prêté serment. Il entame juste son deuxième mandat. Oui. Je pense que c'est un faux débat que de poser au niveau de l'espace public le problème d'un troisième mandat. Mais mon point de vue sur cette question, Antoine, c'est que moi je m'en tiens aux faits. Quels sont les faits? C'est quoi les faits? On constate qu'il y a une divergence d'interprétation. Certains pensent que le premier mandat de 7 ans du président Macky Sall n'est pas à inclure dans le décompte des 2 mandats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président entame son premier mandat de 5 ans et il aura la possibilité d'avoir un second mandat. Il y en a qui interprètent comme ça. Oui. D'autres disent que non, son mandat de 7 ans, c'est un mandat. Oui. Et l'article 27 de la Constitution dit que nul ne peut exercer plus de 2 mandats successifs. C'est très clair. Voilà, c'est très clair. Donc, mais étant donné qu'il y a une divergence d'interprétation, moi je voudrais faire une proposition. Laquelle? Je pense que ce débat risque de pourrir tout le mandat du président Macky Sall. Parce que c'est un débat que l'opposition ne lâchera jamais. Oui. Je pense que pour mettre fin à ce débat, il serait bon, je sais pas, mais de réfléchir sur une révision de l'article 27 de la Constitution, mais par voie législative. Ou à la limite demander au Conseil constitutionnel de se prononcer et de vider définitivement cette question-là pour que vraiment ce débat soit clos de manière définitive. Et lui, le concerné? Mais le concerné s'est déjà quand même prononcé. Il s'est déjà prononcé, il a dit clairement que ce mandat de 5 ans qu'il entame, c'est son deuxième mandat et qu'il n'est pas question, après 2024, qu'il soit candidat aux élections présidentielles. En tout cas, pas en 2024. Parce qu'il faut préciser également qu'il a la possibilité légalement de se présenter en 2029. Ça également, il ne faut pas que les gens l'oublient aussi. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Parce qu'on en parlait tout simplement de 2 mandats successifs. Voilà. L'après Macky Sall, des positionnements au sein de l'APR et même de Benno Bokk Yakaar, est-ce que cela ne risque pas d'être fatal au parti au pouvoir et même à votre coalition Benno Bokk Yakaar? Mais tout ce que je souhaite, c'est que cette coalition Benno Bokk Yakaar, qui est l'une des coalitions qui a le mieux duré dans l'espace politique sénégalais, oui. Et cela est dû vraiment aux qualités d'homme d'inclusion du président Macky Sall. Je souhaite donc que cette coalition dure jusqu'en 2024. Et à la limite même, pourquoi pas, présenter un seul candidat. En 2024? En 2024, c'est mais possible, pourquoi pas? Vous le pensez? Mais ça peut être dans l'ordre du possible. Parce que quand même, l'AFP a déjà décliné son ambition. Mais écoutez, nous aurons un candidat en 2024. J'ai entendu Moustapha Le PS ne l'a pas Diakhaté. encore dit, mais on sait que le PS aussi a son ambition. J'ai suivi Moustapha Diakhaté, le chef de cabinet du président, hier à une émission. Il disait que mais l'AFP a raison. L'AFP aura un candidat en 2024. Parce qu'en 2019, l'AFP avait un candidat. Donc c'est tout à fait normal. Un parti qui dit que j'aurai un candidat, ça ne veut pas forcément dire qu'il aura un candidat qui va être issu de ses rangs. Sauf que Si la coalition Benno Bokk Yakaar résiste et restera jusqu'en 2024, mais des discussions autour du président Macky Sall peuvent permettre à ce qu'on ait un candidat unique de cette coalition. Ce n'est pas chimérique ça, ce que vous dites. Je ne pense pas que ça soit chimérique, c'est dans l'ordre du possible, parce que nous sommes en politique. Mais sauf qu'on a quand même entendu Moustapha Niasse dire l'ambition de l'AFP de conquérir le pouvoir est encore là. Elle est intacte. Mais c'est tout à fait normal. Ça va dans l'autre sens de ce que Moustapha Diakhaté a dit. Non? La position actuelle de l'AFP, ça a toujours été la position d'un parti politique. La conquête du pouvoir. Mais ce que l'AFP fait actuellement, c'est conquérir le pouvoir. L'AFP est dans le pouvoir, ne l'oubliez pas. Tout à fait. Les ministres de l'AFP sont dans le pouvoir. On est d'accord. C'est le responsable du parti AFP qui préside l'Assemblée nationale. Donc ils sont dans le pouvoir. Ils sont dans le rôle politique, l'AFP. Comme les autres partis d'ailleurs. Mais vous ne pensez pas que ce soit possible que des partis comme le PS et leurs candidats, disons en ce moment d'ailleurs on parle de retrouvailles de la famille socialiste, vous ne pensez pas que ce soit possible? Mais écoutez, je vous ai dit que c'est possible, mais également le fait que la coalition Benno Bokk Yakaar continue à exister jusqu'en 2024 est dans l'ordre du possible également, et à ce moment-là, on aura la possibilité d'avoir un candidat pour cette coalition comme on l'a tout le temps eu avec le président Macky Sall. Alors, le couplage des élections législatives et locales, et pour cela certains parlent de la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est quoi votre opinion sur ces questions? Ben écoutez, c'est une question qui est agitée par beaucoup d'hommes politiques et par des membres de la société civile également. Et je pense quand même que, contrairement au débat concernant le troisième mandat,
ce débat d'élection anticipée, d'élection législative, est un débat vraiment qu'il faut analyser. Et mon point de vue là-dessus, c'est que le Sénégal a réussi à uniformiser les mandats, les 3 mandats. Le mandat du président de la République, actuellement, est de 5 ans. Le mandat des députés est de 5 ans. Le mandat des conseillers municipaux, des conseillers de ville, des conseillers départementaux est de 5 ans. Je pense qu'il serait bon d'avoir une seule année dans le quinquennat où on va organiser l'ensemble de ces élections. Des élections générales. Peut-être pas des élections générales, mais d'abord dans un premier temps des élections présidentielles, mais dans la même année, des élections couplées, législatives et locales. Je pense que c'est dans l'ordre du possible. Cela permettra à chaque président élu d'avoir au moins 4 ans où il va pas organiser des élections et se pencher sur le développement du Sénégal. Je pense que sur cette question-là, la pertinence de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser des élections anticipées en les couplant avec les élections locales, je pense que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est pas ce que disent certains qui disent qu'il y a un coup d'État qui se prépare contre Moustapha Niasse. Certains de votre camp ne pensent pas comme vous. Non, mais bon. Ils sont quand même élus pour 5 ans, non? Oui, mais vous savez, ils sont élus pour 5 ans. Ça, c'est un argument qu'on a mis sur la table. Oui, d'accord, c'est vrai, Antoine. Mais je vous donne un exemple. Oui. De 2012 à 2019, le Sénégal a organisé 8 élections. 8 élections en 8 ans, Antoine. Oui. Mais c'est une élection par année. En 2012, on a connu l'élection présidentielle de 2012, les législatives de 2012, les locales de 2014, le référendum de 2016, l'élection des hauts conseillers des collectivités territoriales, les législatives et les présidentielles de 2019. Et on n'en a pas fini. En décembre, il y aura les locales. Donc ça fait 8 élections sur 8 ans. Mais on ne peut pas continuer ce rythme. C'est pas possible. Il faut qu'on rationalise. Et pour cela, je pense qu'il est bon de coupler, comme on l'a dit. D'autant plus que si on le réussit pour une année, mais il y aura plus d'élections anticipées. Les élections vont se tenir à bonne date, étant entendu que dans le quinquennat, une seule année sera réservée à ces différents types d'élections. Vous pensez que cela va se faire comme vous le souhaitez, parce que le président Macky Sall aussi, il a ses calculs politiques. Dissoudre l'Assemblée nationale, ça peut être risqué pour lui, non? Oui, peut-être politiquement, on peut considérer cela comme un risque. Oui. Pour tout le monde d'ailleurs. C'est pas un risque pour Macky Sall seulement. À chaque fois qu'on va vers les élections, c'est un risque pour l'ensemble des partis et des indépendants qui vont aux élections, parce que personne ne sait de quoi demain sera fait. Mais moi, j'ai analysé sous l'angle de la rationalisation, sous l'angle vraiment, disons, de la réduction des dépenses en matière électorale, mais également sous l'angle de la paix et de la quiétude nécessaire pour que les Sénégalais se mettent au travail. Imaginons un scénario. On dissout l'Assemblée nationale, on va aux élections législatives, couplées avec les locales. Le président Macky Sall n'obtient pas la majorité à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous voyez ce que ça peut donner en termes de stabilité politique? Mais vous avez imaginé ce scénario? Antoine, si je vous retourne la question, si on attend 2022 pour organiser les mêmes élections, ce cas de figure peut se présenter. Oui. Ouais. Mais il n'aura que 2 ans à gouverner. Oui, d'accord, mais c'est du pareil au même. Et je pense que le président Macky Sall, quand même... La période serait plus longue si on dissout aujourd'hui. Je comprends parfaitement, mais je pense quand même que le président Macky Sall est suffisamment averti politiquement pour connaître les avantages et les inconvénients d'une telle décision. En tout cas, la décision lui appartient. Moi, je n'ai fait qu'exprimer mon point de vue personnel et j'ai donné les arguments qui fondent ce point de vue-là. Très bien. Voilà. Les locales, c'est pour bientôt donc. Thiès est un enjeu. Vous ne militez pas directement à Thiès, même si vous vous activez là-bas. Mais je veux relever quand même un fait, c'est que depuis Macky Sall est au pouvoir, il n'a jamais gagné à Thiès, malgré tout ce qui est en train d'être fait là-bas. Y a-t-il une explication particulière? Mais je voudrais vous rectifier, mon ami. Dire que M. Macky Sall n'a jamais gagné à Thiès, c'est peut-être ne pas être au fait de la réalité politique à Thiès. Vous savez, à Thiès, les élections locales de 2014, c'est vrai, c'est la coalition dirigée par Idrissa Seck qui a gagné les élections. Oui. Mais les élections suivantes, le référendum de 2016, les élections du Haut Conseil des collectivités territoriales, les législatives,
Mais c'est la coalition du président Macky Sall qui a gagné ces 3 élections. C'est après maintenant que Idrissa Seck a gagné les présidentielles au niveau de Thiès. Pascal, avec quel enjeu ces élections dont on parle? Oui, on sait que le référendum est important. Oui. Mais les législatives, Antoine, les 2 députés du département de Thiès, c'est des députés de la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais tu me diras pas que c'est pas important. Oui, c'est important. Mais si on fait la moyenne. Oui. Mais écoutez, si on fait la moyenne sur 5 élections, Macky Sall a gagné les 3. Et Idrissa Seck les 2. C'est pas ce que le réseau des enseignants de la PR a dit. En tout cas, c'est ça la vérité. Oui. Le réseau des enseignants de la PR dit le contraire. Oui, et parle même de changement de leadership à Thiès. Oui, mais bon, ça, vous savez, les querelles intestines à Thiès. Moi, je ne voudrais pas me prononcer sur ces questions-là. Et c'est regrettable et c'est dommage. Parce que Thiès n'est pas la seule ville du Sénégal. Les élections sont organisées partout au Sénégal. Mais à Thiès, on a constaté un débat vraiment qui n'est pas trop sain, où les gens se lancent des pics, se tirent dessus, s'imputent les responsabilités de l'échec par presse interposée. Je dis que c'est pas sain. Je ne voudrais pas entrer dans ce débat-là. Mais je m'en limite au constat. Sur les 5 élections organisées depuis 2014 à maintenant, la coalition du président Macky Sall a remporté les 3 élections et l'autre coalition qui dirige Thiès a remporté les 2. Donc ça, c'est la vérité des chiffres. C'est les résultats qui se présentent. Mais vous souhaitiez faire mieux que ça pour un parti au pouvoir. Mais écoutez, Antoine, quand même perdre 2 élections sur 5, ça fait quoi? Oui, mais écoutez, il faut pas oublier que Thiès, c'est la base de Idrissa Seck. Oui, on est d'accord. Fatick, c'est la base politique du président Macky Sall. Oui. Ziguinchor, c'est la base politique de mon ami Ousmane Sonko. Donc c'est tout à fait normal que chacun gagne dans sa base. Mais si on fait un classement, Antoine, la ville de Thiès, en termes du nombre de suffrages, est la 3e ville qui a apporté plus d'électeurs au candidat Macky Sall, avec plus de 100 000 électeurs. À part Dakar et Pikine, je crois, c'est Thiès qui vient en 3e position. C'est pas négligeable, ça. Alors, vous avez gagné les législatives à Thiès, la présidentielle, ce n'est pas le cas. Oui, une explication possible? Mais l'explication, je viens de la donner. Thiès, c'est la base politique de Idrissa Seck. Idrissa était... Oui, mais pendant les législatives, il était tête de liste aussi à Thiès. Oui, il était tête de liste à Thiès. Oui. Mais les législatives, il était candidat face à d'autres Thiessois. Oui. Oui. Il était candidat face à d'autres candidats thiessois. Et les Thiessois ont fait le choix. Mais cette fois-ci, il est candidat aux élections présidentielles face à d'autres candidats qui n'habitent pas Thiès. On peut comprendre que les Thiessois aient le désir, le souhait d'avoir l'un des leurs comme président de la République. C'est normal, c'est compréhensible ça. Mais c'est différent des élections locales, c'est différent des élections législatives où lui, il avait en face de lui d'autres Thiessois comme lui, qui ont leur base politique à Thiès aussi. Pour les locales à venir, quelles sont les aspirations pour le camp du pouvoir? Ben écoutez, les aspirations du camp du pouvoir, c'est d'avoir la majorité des communes, des départements et des villes. C'est ça l'objectif fondamental. Il y a pas autre chose. Et comment y parvenir? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur le terrain pour réussir ces challenges? Vous savez, les élections locales, c'est un peu plus, c'est particulier. Parce que il y a l'image du président Macky Sall, c'est vrai, sa coalition et tout. Mais il y a également l'image du maire qui a géré. Et qui doit rendre compte. Qui a un bilan à défendre. Talla Sylla. Pour Thiès, Talla Sylla, oui, évidemment. Oui. Mais pour d'autres, pour d'autres communes, les autres maires. Les concernés, oui. Et les concernés. Et ça entre en ligne de compte. Les populations également analysent le bilan de l'équipe municipale qui est sur place. Ou bien de l'équipe départementale qui est sur place. Et c'est en fonction du résultat de cette analyse-là que certains se positionnent et votent pour l'un ou pour l'autre. Ça aussi, c'est une donnée qui est importante. Donc, c'est pour dire que vraiment les maires qui ont les rênes du pouvoir actuellement, en tout cas qui sont dans la coalition Benno Bokk Yakaar, doivent tout faire pour vraiment présenter un bon bilan et permettre à ce que la coalition Benno Bokk Yakaar puisse reconduire ses conseillers et choisir un maire. Et pour le cas de Thiès, comment vous jugez le bilan de l'actuel maire qui n'a pas été, il faut le préciser, élu sur la liste de Benno Bokk Yakaar, mais sur la liste d'Idrissa Seck? Oui, je voudrais pas quand même
juger le maire Talla Sylla. Je sais que c'est quelqu'un qui est très bien, qui est en étroite relation avec tout le monde, qui s'entend avec sa population, qui a un bilan respectable quand même, mais ne perdez pas de vue que Talla, il gère la ville de Thiès, mais qu'il y a les communes qui sont gérées par l'opposition. Et les compétences sont réparties entre la ville et les communes. Ça aussi, c'est bon à souligner. Même si les Thiessois parlent de beaucoup de problèmes, dont l'insécurité, l'éclairage public, je sais que vous ne voulez pas évoquer toutes ces questions, mais les Thiessois vous écoutent, hein, oui, et ils savent ce qu'il y a comme problème dans votre commune. Mais absolument. Le moment venu, ils vont choisir en fonction du bilan qu'ils feront eux-mêmes, hein, de la gestion de ces différents maires. Vous êtes acteur à Thiadiaye. Vous-même, vous aviez une ambition pour votre ville, je peux le dire. Les dernières locales, vous n'aviez pas été candidat à la mairie. Le seriez-vous en décembre 2019? Les dernières locales, j'étais candidat à la mairie, c'était en 2014. Oui. J'avais présenté une liste au niveau des sélections locales. Malheureusement, je n'ai pas gagné. Je suis venu en deuxième position. J'ai eu 9. Il n'y avait pas entente entre vous et l'actuel maire. L'actuel maire, en son temps, en 2014, nous étions partis. Et vous avez. Nous étions partis sur deux listes différentes. Oui. Mais c'est après que nous nous sommes retrouvés. Je parle de ça. Actuellement, nous sommes ensemble. Voilà, l'entente c'est après. Et c'est une bonne entente quand même. Je profite d'ailleurs de votre antenne pour le saluer au passage et le féliciter également pour le travail important qu'il a abattu lors de la campagne électorale à Thiadiaye. Nous étions ensemble. Nous avons travaillé ensemble au niveau de la campagne électorale et les résultats ont suivi parce que la coalition a gagné avec un taux qui est supérieur à 60%. Votre ambition pour 2019? Mais écoutez, les ambitions que j'ai eues pour Thiadiaye, c'est des ambitions qui sont restées intactes. Mais c'est des ambitions de développement de ma ville. Mais je constate que l'équipe actuelle, je fais partie de l'équipe parce que je suis conseiller municipal, cette équipe-là est en train de faire un bon travail sous la direction de l'actuel maire, le ministre directeur de cabinet El Hadj Omar Youm. Donc c'est comme ça que moi je perçois mes ambitions au niveau de Thiadiaye. Mes ambitions sont en train d'être réalisées. Donc il y a pas de quoi fouetter un chat. Et étant donné que maître El Hadj Omar Youm et moi-même nous sommes ensemble dans la même équipe, je pense qu'on va continuer à être ensemble dans la même équipe et en 2019 également l'équipe sera reconduite et on va continuer le travail. Babacar Pascal Dione, nous allons aborder les questions strictement sociales dans cette émission. L'éducation sous Macky Sall, il y a beaucoup de choses à dire. Les enseignants sont braqués à un moment donné. Aujourd'hui, si vous aviez à faire le bilan de Macky Sall, qu'est-ce que vous allez nous dire? Le bilan en termes d'éducation, c'est un bilan qui est honorable, qui est respectable. Moi-même qui vous parle, j'ai fait 18 ans d'enseignement avant de continuer les études et d'aller faire autre chose. Le président Macky Sall a tout le temps dialogué, à travers le gouvernement évidemment, avec les différents syndicats d'enseignants. Et beaucoup de changements ont été constatés sur le statut des enseignants. J'ai lu avant-hier, je crois, une liste de professeurs ou en tout cas d'instituteurs qui sont intégrés dans la fonction publique. Et ça a démarré depuis très longtemps. Donc c'est pour dire que le président a eu tout le temps le souci d'être aux côtés des enseignants, de les assister, de les appuyer, d'augmenter leur salaire, leur revenu en quelque sorte. Je préfère qu'on parle d'augmentation de revenus et non de salaire. Parce que quand on réduit les impôts, par exemple, on augmente le salaire. Donc, quelque part, oui, absolument. Donc, je pense que le président Macky Sall a beaucoup fait pour les enseignants. Évidemment. Avec des rapports heurtés quelque part. Les rapports, excusez-moi, ont tout le temps été heurtés entre les syndicats et les régimes actuels. Les régimes qui sont en place. Ça, c'est pas le président Macky Sall seulement, c'est l'ensemble des présidents qui ont eu à diriger le Sénégal, qui ont été confrontés à cette situation-là. Un syndicat, il est fait pour revendiquer. C'est tout à fait normal. Oui, d'accord. Mais quand on fait aussi des promesses à des syndicats qu'on ne respecte pas, que voulez-vous? Oui, écoutez, là, je pense que le président Macky Sall a été très clair avec le gouvernement. Il leur a dit, donnez votre accord sur des choses que vous pouvez réaliser, sur des promesses que vous pouvez respecter. Mais ne vous engagez pas sur des choses qui sont impossibles. Et je pense que depuis lors, quand même, les engagements qui sont pris par le gouvernement sont respectés. La santé. La santé également. Vous savez, c'est l'un des principaux problèmes du Sénégal, mais je pense que le président Macky Sall a fait beaucoup d'efforts. Sa politique d'inclusion sociale a visé un pan important de la politique sanitaire du Sénégal en permettant aux démunis, aux plus démunis, d'avoir accès
à la santé et parfois gratuitement. Avec beaucoup de problèmes avec la CEMU. Ça encore, je pense qu'il y a des efforts à faire avec votre, disons, le président Macky Sall. Oui, la deuxième phase du PSE va améliorer tous ces programmes. La CMU a connu quelques difficultés, et c'est tout à fait normal, c'est inhérent au fonctionnement de certaines structures, mais je pense que des correctifs seront apportés. Mais le programme en tant que tel a été une très bonne chose, je pense. Oui. Alors, au plan économique, le Sénégal a connu un taux de croissance de 6,7%. On l'espère bien avec l'exploitation du pétrole et du gaz. On connaîtra encore d'autres développements au plan économique. Mais alors, quels doivent être les leviers qu'il faudrait activer pour que l'économie sénégalaise aille davantage de l'avant? Voilà, les 6,7%, c'est la moyenne. Oui. Mais en 2018, on a connu un taux supérieur à 7% de croissance. C'est pour dire que depuis que le président Macky Sall est à la tête du pouvoir, le Sénégal a connu véritablement une hausse du taux de croissance et de façon régulière. Je pense que c'est important. Le président va profiter de son deuxième mandat, je pense, pour permettre davantage une meilleure répartition de cette croissance. Je pense que c'est l'un des objectifs les plus importants qu'il s'est assigné, faire en sorte que cette croissance-là se traduise dans le panier de la ménagère. Pardon. Je pense que c'est l'un des défis qu'il va relever. Il a commencé d'ailleurs à partir du premier mandat. Rappelez-vous que depuis son accession à la tête de l'État, les prix des denrées de première nécessité non seulement ont été revus à la baisse, mais ont été stabilisés. Ça, c'est une façon d'aider les ménages véritablement à supporter les coûts de la vie. Et je pense que le président va continuer dans cette lancée-là. Quand je parle de levier, peut-être j'avais pas fini totalement ma question. Je pense au secteur comme la douane qui génère beaucoup de recettes à l'État du Sénégal. Je pense aux impôts et domaines. Vous-même, vous êtes inspecteur des impôts et domaines de formation. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans ce sens pour donner encore davantage de recettes à l'État du Sénégal? Mais ces grandes directions que vous avez citées, la direction générale de la douane, la direction générale des impôts et domaines, sont les mamelles nourricières du budget du Sénégal. Oui. Et vraiment, il faut tirer un chapeau à ces hauts fonctionnaires qui font un travail extrêmement important. Depuis l'avènement du président Abdoulaye Wade d'ailleurs, le budget du Sénégal a commencé à connaître des hausses extrêmement importantes. Et ça, c'est dû, c'est vrai, à l'embellie économique, mais c'est dû également aux stratégies qui sont mises en œuvre au niveau de ces directions financières pour capter le plus de recettes et permettre au Sénégal d'avoir vraiment les moyens de sa politique. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Mais ce qu'il faut améliorer au niveau de la direction générale des impôts, ils y sont déjà. Je pense que la direction générale des impôts a été la première direction à avoir signé un contrat de performance avec son ministère. Donc c'est des agents qui sont au fait de l'actualité administrative et qui veulent coller vraiment leur activité à la réalité. Je pense que c'est important. D'ailleurs, beaucoup d'autres directions ont suivi. Ensuite, la douane a signé ce même contrat de performance et les autres administrations sont dans la même lancée. Nous sommes actuellement vers une administration de développement. Nous avons dépassé le stade d'administration d'autorité pour aboutir à une administration de développement. Une administration qui est aux côtés des populations, qui écoute les populations, qui apporte des solutions aux différents problèmes qui sont posés, qui a le sens de l'initiative, une administration proactive. Je pense que nous allons vers cela et les différents directeurs généraux, je salue mon ami Cheikh Ba au passage, qui a fait un bon travail aussi au niveau de la Médina. Je ne sais pas pourquoi, mais au plan politique, au plan politique, je veux dire évidemment. Et donc, au plan national. Non, au plan national aussi, il a fait d'excellents résultats. Vraiment, le budget du Sénégal, en tout cas les recettes, ont cru de manière exponentielle et c'est tout à l'honneur de l'ensemble des agents de la direction générale des impôts. Estimé à combien? Mais écoutez, les 1000 milliards ont été dépassés de recouvrement. Ça, c'est une grande performance. Et comment faire maintenant pour résoudre le gap, disons, le déficit budgétaire du Sénégal? Mais écoutez, le Sénégal d'abord... c'est vrai que les douanes et les impôts et domaines travaillent beaucoup, il y a beaucoup de recettes, mais le gap ou le déficit budgétaire est encore là. Non, bon, il y a pas de gap parce que en plus des ressources internes, le Sénégal est allé au niveau du marché international pour lever des fonds. Pour lever des fonds. Oui. Et pouvoir avoir des budgets équilibrés. Et je pense que vous vous rappelez le Club de Paris, tout à fait. Avec les 1500 milliards les 7000 et quelques milliards qui ont été promis. Et ça, je pense que c'est dû à la qualité de la signature de l'État du Sénégal. Oui, mais cet argent doit être
utilisé à bon escient. Où doit aller cet argent, selon vous? Mais cet argent va aller dans le financement du plan Sénégal émergent. C'est dans le cadre de ce plan que les fonds ont été levés et certainement c'est pour financer la deuxième phase du plan Sénégal émergent. Le gouvernement a quand même fait pas mal de promesses lors des conseils ministériels décentralisés. Dans beaucoup de localités, les populations vous disent on n'a reçu que des promesses, mais on n'a encore rien fait. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à cela? Là, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un déficit de communication. Mais les conseils décentralisés, c'est vrai que des promesses ont été faites. Oui. Mais pour la plupart des régions concernées, les financements ont été réalisés à hauteur de 80 ou 90%. Parce que ça englobe l'ensemble des projets qui concernent les régions qui ont été visitées. Et vraiment, si vous allez au niveau des gouvernances, vous verrez, et au niveau des préfectures également, vous verrez que les différents projets ont été réalisés à 80 à 90%. Pour terminer avec Thiès, toujours, vous avez été receveur principal des impôts et domaines de Thiès. Quand vous trouvez la situation sur place, c'était quoi et à quel niveau vous l'avez amené? Lorsque j'ai été affecté à Thiès, c'était en 2001, en mars 2001. Pour l'année 2010, si je ne m'abuse, je crois les recettes de Thiès étaient à un peu moins de 2 milliards. 2 milliards. Un peu moins de 2 milliards. Nous sommes restés à Thiès jusqu'en 2018 et chaque année, nous avons réussi à multiplier les recettes par 2. Et en 2018, en quittant, nous étions à plus de 12 milliards. Très bien. De recettes. Un grand défi. Vous êtes satisfait du travail abattu? Sur ce plan, oui. Mais surtout, je le dois à l'ensemble de l'équipe qui était avec moi, qui a fait l'essentiel du travail. Moi, je ne faisais que manager l'équipe et donner des orientations. Et je profite de l'occasion d'ailleurs pour les saluer et les féliciter. Les remercier également du travail qu'ils sont en train d'abattre avec Monsieur Djibissi qui m'a remplacé à Thiès. Le travail continue, les résultats également vont continuer. Et c'est en l'honneur de l'ensemble des agents de la Direction générale des impôts au niveau de Thiès. Babacar Pascal Dione, nous sommes au terme de cette émission. C'était un immense plaisir d'échanger avec vous sur l'actualité politique principalement, mais aussi sur des questions sociales et économiques. Vous étiez notre invité, vous êtes le coordonnateur du mouvement Dolil Macky, membre de la mouvance présidentielle. Vous êtes responsable politique, on peut le dire ainsi, à Thiès comme à Tchadjaï. Merci infiniment. Au micro, Antoine Diouf, à la technique, Serine Salioudem, à la vidéo, Augustin Manan et Pape Fall. Excellent après-midi en compagnie des programmes de e-radio et de e-TV.